Bonjour et bienvenue dans Crochet et vous. Je suis Aurélie et chaque semaine on explore ensemble le monde fascinant du crochet. Des tutos, des inspirations, des invités et surtout beaucoup de bonne humeur. Alors que vous soyez en train de crocheter un plaid bien chaud ou simplement là pour découvrir de nouvelles idées, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et c'est parti. Eh bien, commençons par ma nouvelle idée. Pour ceux qui me connaissent et qui écoutent ce podcast depuis plusieurs épisodes, vous avez le droit de vous dire encore, mais c'est pas possible, combien elle en a des idées. Pour ceux qui sont nouveaux, vous vous dites, oh sympa, elle a une idée. Alors voilà, bah oui, on va rester là-dessus. J'ai tout le temps des idées. Et la dernière en date, c'est une idée par rapport à un tuto que j'ai réalisé il y a déjà quelques temps, qui est le tuto de la souris écharpe. Cette écharpe est très pratique pour les enfants puisqu'ils peuvent la mettre tout seuls. Il suffit de faire glisser la queue de la souris dans sa tête. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà l'idée de tirer cette queue dans cette tête, ça s'enfile tout seul. Et puis elle a un design assez sympa. Et dernièrement, je me suis dit, oui, bon, les tutos, c'est bien sympa, on est derrière notre YouTube, on est sur notre livre, bon, on connaît, on a déjà fait, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on fonctionne comme ça. Et je me suis dit, mais je n'ai jamais encore vu de tuto audio. Pour les personnes qui savent crocheter depuis un moment, voir une bride derrière une vidéo en train de se mettre en place à chaque tuto, voir comment on fait les mailles serrées, etc. Bon, c'est un petit peu long. Je me suis dit, est-ce que moi, je serais capable de réaliser un tuto à l'audio? Eh bien, je pense que oui. Je pense que si l'audio est bien conçu, je peux le faire. Comme les livres aujourd'hui que l'on a en audio-livre, il suffit d'enfiler ses écouteurs et puis on écoute son histoire tout en bricolant dans sa maison. Alors là, j'ai voulu partir sur le même concept et j'ai réalisé la version audio de ce tuto souris. J'ai retravaillé tout le tuto, je l'ai conçu pour pouvoir le lire, pour pouvoir donner plus d'explications et que ces explications soient visibles dans votre tête au moment où vous m'écoutez. Et donc c'est un audio qui dure 13 minutes dans lequel sont expliquées toutes les étapes. Donc l'idée c'est que vous écoutiez les étapes une par une, que vous mettiez pause à chaque fois que vous êtes en train de crocheter et que vous puissiez crocheter où vous voulez sans que ce soit gênant. Vous pouvez crocheter dans des endroits où il n'y a pas une bonne connexion internet, comme dans le train, comme dans des endroits où vous bougez, dans la voiture par exemple également, si vous n'êtes pas en train de conduire bien sûr, attention, j'entends bien. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir enfiler un écouteur discrètement pendant que vous crochetez et de ne pas avoir à vous regarder en boucle une vidéo YouTube ou de mal capter et de ne pas réussir à avoir cette lourde vidéo qui s'affiche sur votre téléphone. Bref, un nouveau concept. Je vous en parle ici puisque pour ce premier tuto, j'ai décidé de vous l'offrir. J'ai décidé de le mettre en ligne sur mon site internet. Donc mon site internet, vous avez le lien en description. Vous pouvez cliquer dessus et aller voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez faire les curieux et les curieuses, bien entendu, et écouter la façon dont c'est conçu, si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. J'attends de vous des retours parce que si ça vous plaît, je continue. Je lance d'autres tutos dans la même idée. Si ça ne vous plaît pas, eh bien j'arrête. J'arrête parce que c'est quand même des heures et des heures de travail comme à chaque fois. Si vous faites du design crochet et que l'idée vous plaît pour vos propres tutos, je suis aussi ouverte à réaliser des versions audio de vos tutos avec grand plaisir. N'hésitez pas également à me contacter si vous êtes de ce côté-là. Donc voilà l'idée du jour qui est les tutos audio et qui je pense peut être assez pratique et efficace quand on veut faire du crochet sans se prendre la tête avec des contenus divers et variés. Passons à autre chose. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je peux perdre un temps dingue sur Instagram à regarder vos créations, à regarder ce qui se fait, à me promener, on va dire. Et dernièrement, j'ai croisé des petites patates. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. J'en ai croisé une, et puis une autre au fil des actualités que je vois défiler sur mon écran. Je vois des tas de petites patates en crochet avec des messages rigolos du genre cette patate est là pour te donner confiance, patate joyeuse pour une bonne journée. Enfin bon, je ne sais pas si ça vous parle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que toutes ces petites patates au crochet? Et je suis allée plus loin. J'ai cherché un peu plus loin
et j'ai trouvé cette petite patate qui s'appelle Alma, qui est la création du compte Instagram de Christelle du fil et 2 étoiles, qui a gentiment accepté de nous présenter cette patate dans ce podcast. Donc je vais la laisser s'exprimer et nous en parlerons juste après. Bonjour Aurélie et bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Christelle, vous me connaissez peut-être à travers ma page Instagram du fil et 2 étoiles. Du fil et 2 étoiles, c'est le nom de la marque que j'ai créée en 2012 lorsque j'ai commencé à réaliser des vêtements et des accessoires pour enfants en couture. Ce nom allie ma passion pour le fil, pour la couture et mes 2 amours, mes enfants. Ce sont eux qui m'ont inspirée pendant quelques années pour toutes mes créations. Puis, je me suis lancée dans la confection de poupées, d'animaux, notamment beaucoup de lapins que j'adore, en tissu. J'avoue que je suis passionnée par l'univers enfantin, les jolies couleurs, les formes, la poésie et l'imagination. J'adore créer et voir l'émerveillement dans les yeux des petits et des grands lorsqu'ils reçoivent une poupée personnalisée. L'année dernière, je suis tombée amoureuse du crochet. Et oui, ça arrive. C'est donc très récent, mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir emporter mon ouvrage partout et crocheter n'importe où. Chose complètement impossible avec ma machine à coudre. J'avoue que j'avais fait auparavant quelques tentatives qui avaient échoué, mais comme je suis une personne très persévérante, j'y suis enfin arrivée. J'ai été fascinée par les jolis comptes Instagram de crochet, en particulier les comptes où il y a de nombreux amigurumi dont je suis devenue addict. Ces petits personnages sont si réalistes et si attachants, je les adore. Pour la petite histoire d'Alma, je suis tombée l'été dernier sur une patate en crochet mais vraiment trop mignonne en flânant sur Pinterest. J'ai donc décidé de prendre mon courage à 2 mains, mon crochet et de réaliser moi-même un patron, car je me sentais plutôt à l'aise avec les techniques de base du crochet. Après quelques essais, je suis enfin arrivée à ce que je souhaitais et j'ai offert cette petite patate à ma fille pour sa fête. J'ai publié une photo sur Instagram et ma petite patate a beaucoup plu. Elle a reçu quelques compliments dont j'étais très fière. C'est comme ça que j'ai eu envie de partager un tuto juste avant la rentrée scolaire pour que les petits écoliers, dont les mamans, les mamies, les tatas ou bien d'autres crochettent, puissent emporter un peu d'amour dans leur poche. On peut y ajouter un gentil message, un joli cœur, bref, on peut la personnaliser pour chaque personne à qui on l'offre. Je l'ai prénommée Alma, j'ai tout simplement cherché un prénom qui me plaisait et qui commençait par la lettre A, pour ma première création. Elle est à retrouver en story permanente sur mon compte Instagram. Pour 2025, j'ai énormément d'idées en tête. Plus que de temps, je pense. J'adore créer et je compte bien réaliser d'autres patrons en crochet, ma nouvelle passion. Je te remercie infiniment Aurélie de m'avoir invitée sur ton podcast. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée et à bientôt. Merci beaucoup Christelle pour cette chouette présentation et pour nous avoir décrit l'idée de Alma. Eh bien voilà, c'est une petite patate qui peut porter un message et une petite douceur et que l'on peut offrir à qui l'on souhaite. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai réalisé une parce que j'ai trouvé ça vraiment très rigolo. Alors je lui ai brodé des yeux comme d'habitude, vous me direz il faut que je mette un petit peu ma pâte et que je fasse à ma sauce. Je lui ai brodé les mêmes yeux que le chat beauté de Adora Studio que j'ai reçu dans l'épisode précédent. Je me suis dit que ça lui ferait un regard vivant. Eh bien voyons les petites patates que j'ai choisies qui ont été réalisées par différentes créatrices. Alors, on commence avec la patate de Anne et Marie. Alors, c'est vrai que, on est encore en janvier, hein. On a le droit de dire bonne année jusqu'à la fin du mois, même si ça commence à être un peu agaçant de croiser dans la rue des personnes qu'on n'a pas vues depuis quelques semaines et qui nous disent « Oh, bonne année !» Bon, on est quand même... Mais bref, je vous mets donc la petite patate positive de Anne et Marie qui nous souhaite une bonne année 2025 et qui a écrit en message « Je suis une petite patate qui croit en toi. » Voilà de quoi se donner de la motivation à chaque fois qu'on a un petit doute.
On continue avec la patate de Caro Petit Point qui a fait une patate qui tient une pancarte et qui dit « J'ai la patate ». Et bien voilà, c'est pareil. On peut se sentir des fois un petit peu ramolli par le temps, par le moral qui est en berne avec ce ciel gris. On tourne la tête avec cette petite patate qui dit « J'ai la patate ». Et bien on se dit « Allez, moi aussi j'ai la patate, on y va ». Donc ce sont de bonnes idées de création qui peuvent donner la pêche. Ou plutôt la patate, du coup je vais rester dans le thème quand même. La patate de Paquerette Shop est un peu différente avec son fil chenille, ça lui donne du relief. C'est assez sympa aussi et celle-ci aussi porte un petit mot pour croire en nous et nous donner la patate. Donc ça c'est une bonne idée aussi. On continue avec la patate de Bichette et compagnie. Alors j'aime bien sous les yeux ce petit trait blanc, ça donne tout de suite une allure bien sympa. Et celle-ci à noter, patate positive, tout ira bien. Donc là, allez, c'est bon, on se motive, tout ira bien, on peut se lancer dans différents projets, ça va rouler. On continue avec la patate de Mon Petit Hook, qu'on croise de temps en temps dans ce podcast parce que j'aime beaucoup ses créations. Je trouve que cette patate fait très italienne. Alors je ne sais pas si c'est l'idée que Mon Petit Hook a voulu donner, avec ce petit chapeau sur le dessus de la tête que je prends personnellement pour un béret. Et ses jolies joues roses, elle a un style très sympa. Drôle d'histoire a réalisé plusieurs patates avec différentes couleurs et des petits messages tous très rigolos. Ça, c'est vraiment parfait. Et c'est une idée que je trouve très chouette à offrir. C'est quelque chose de mignon qui coûte pas grand-chose et qui va faire très plaisir. Lucille Gommette et Crochet a fait une petite patate avec un cœur, et même avec plusieurs cœurs. On entre dans notre thème de Saint-Valentin, même si j'imagine que ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire que cette petite patate, bien, elle partage de l'amour, j'imagine, elle partage des émotions, donc elles sont vraiment très mignonnes. Anna Mac est partie aussi sur l'idée du cœur, et c'est très très joli d'offrir ces petites patates avec des cœurs. Elles sont vraiment adorables. Les Contes de Vali a réalisé la petite patate avec le cœur et son petit pochon. Alors ça, c'est vraiment mignon aussi, d'avoir le petit pochon et la patate qui a l'air vraiment très très petite. Elles sont encore plus mignonnes quand elles sont petites. Et c'est avec cette toute petite patate que l'on va terminer. C'est une idée vraiment adorable de pouvoir offrir ces petites patates en disant aux autres « Allez, on croit en toi, vas-y, lance-toi dans tes projets » ou de se donner la patate tout simplement. C'est une idée géniale. Les réalisations sont très chouettes. Vraiment un grand bravo à vous toutes qui êtes tombées dans l'idée de la patate. Et je suis très contente d'en avoir parlé pour le podcast parce que ça peut vous donner des idées de création dans le positif. Tout ça, c'est très, très positif. Et en parlant de positif, eh bien, on va accueillir Debocrea qui vous donne des astuces pour réaliser des créations sans matériel. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais sachez que vous avez tout ce qu'il faut sous la main à la maison pour vous mettre au crochet et qu'il n'est pas forcément utile de courir à la mercerie. Je laisse tout de suite la parole à Debocrea pour qu'elle nous en dise un peu plus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors Aurélie, l'autre jour tu as parlé du magazine Passion Crochet qui, pour son premier numéro, offre un crochet puis 2 pelotes de assez bonne qualité, tu as dit. Et du coup ça m'a fait penser que voilà, si quelqu'un veut débuter le crochet, c'est un petit investissement, ce magazine. Et pour le reste, en fait, on a tout chez nous. Donc c'est ça dont je veux vous parler dans ma rubrique. Donc par exemple, la paire de ciseaux, je pense que voilà, dans votre cuisine, dans votre bureau ou même dans votre salle de bain, vous en avez une. Ensuite, si vous voulez tester les amigurumi, donc c'est plus le rembourrage dont vous avez besoin. Donc je pense que chez vous, vous avez sûrement un coussin qui vous plaît plus pour votre décoration ou autre chose. Donc vous l'ouvrez avec la paire de ciseaux, vous faites un petit trou et voilà, du rembourrage gratuit. Moi, c'est comme ça que j'ai débuté en tuant un coussin. Et voilà. Ensuite, il vous faut des épingles et des aiguilles. Donc ça, moi par exemple, ma maman m'avait fait une petite boîte de secours de couture quand je suis arrivée à Lyon en tant qu'étudiante. Et donc voilà, j'avais un peu, on va dire, l'essentiel. Donc voilà, je pense que chez vous, vous avez sûrement une petite boîte de couture de secours. Ou sinon, pareil, vous pouvez demander à votre maman ou votre grand-mère, ça leur fera plaisir. Et ensuite, la dernière chose,
un marqueur de maille. Donc là, par exemple, vous pouvez prendre une paire de boucles d'oreilles, un peu de cette manière-là. Et ça fait très bien un marqueur de maille. Vous pouvez aussi prendre un bout de bracelet ou de choses comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de débuter le crochet. Et je vous dis à bientôt. Eh bien voilà, vous avez tout ce qu'il faut sous la main pour vous lancer. Merci Débocréa pour cette rubrique très intéressante. Et merci à vous quand vous mettez des commentaires à Débocréa. Je m'empresse immédiatement de lui envoyer un message pour lui dire quelqu'un a écrit pour toi et ça lui fait un plaisir énorme. Sachez que Débocréa vient de terminer un joli petit patron que vous pouvez retrouver dans sa boutique Etsy qui est en lien dans la description. Eh bien, on va continuer avec notre invité du jour. Bonjour Alexandra et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis ravie de t'accueillir. Ton invitation m'a été suggérée par une auditrice fidèle qui est Alexandra Dang et qui suit le podcast depuis le tout premier épisode. Merci beaucoup Alexandra de m'écouter depuis tout ce temps et pour cette belle suggestion. Alors j'ai donc exploré ton site internet dans les moindres recoins et j'ai découvert un univers fascinant. Je ne vais quand même pas trop en dire pour te laisser la parole. Peux-tu nous plonger dans ton univers et nous le présenter ? Bonjour Aurélie, bonjour à tous les auditeurs de Crochet et vous. Et merci pour l'invitation et merci infiniment à Alexandra de m'avoir suggéré. Je ne la connais pas non plus, mais merci beaucoup. Comment décrire mon univers, comment le présenter ? C'est un peu vaste, un peu flou pour moi puisque c'est globalement ma vie, mon univers, c'est ma vie, voilà, c'est mon travail d'être artisane lainière, donc je travaille comme je vis et je vis comme je travaille. Peut-être citer 2 maximes qui m'ont beaucoup accompagnée depuis très longtemps. La première, c'est celle du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit c'est véritablement utile puisque c'est joli. Je crois que moi j'ai besoin du joli et que effectivement je trouve que ça aide à supporter la vie. Donc voilà. Première chose. Et la deuxième, c'est une phrase de Gandhi qui dit par la douceur on peut ébranler le monde. Et je crois que j'ai autant besoin de joli que de douceur. Et voilà. Pour rapidement décrire mon univers, donc il faut que ce soit joli et doux. Eh bien, en effet, tu nous transportes tout de suite au cœur de ton univers et c'est très doux et poétique, comme tu le dis. Pour un côté un peu plus concret, tu teintes et tu files la laine à la main. Tu fais aussi des kits pour tricoter ainsi que des karma sacs qui sont des sacs avec des petites phrases inspirantes. Tu proposes aussi des ateliers et des stages. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née ta passion pour le filage et le tricot et qu'est-ce qui t'a conduit à créer la marque Karmayak ? Alors, ma passion pour le tricot et le filage, elle est étrangement née de l'écriture. Donc je suis aussi auteure, je suis publiée depuis 2012. J'étais à l'époque, en 2016, j'ai été mariée à un agriculteur et en 2016, il a fait une moisson terrible, c'est-à-dire qu'il a rapporté, sa moisson n'a rien rapporté. Donc ça a été une année très compliquée pour notre foyer. Moi, à l'époque, je travaillais à temps partiel et je me levais très tôt le matin pour écrire. Je travaillais dans un laboratoire, donc le matin, j'écrivais. Après, j'allais travailler au laboratoire et je m'occupais de mes enfants. Et en 2016, mon mari de l'époque a fait une moisson à zéro et il a fallu que je reprenne une activité à temps plein et plus que plein, puisqu'à l'époque, je faisais en plus des ménages dès que je le pouvais. Donc c'était un peu compliqué, sauf que à terme, en fait, au bout d'un certain temps, il manquait dans ma vie en fait cet espace de création que j'avais grâce à l'écriture. Et du coup, pendant une pause déjeuner, une de mes collègues m'a demandé: «Est-ce que tu veux que je t'apprenne à tricoter pour t'occuper?» parce que j'avais besoin de donc cet espace de création. Et donc j'ai dit oui et j'ai jamais lâché les aiguilles après ça. Jamais, jamais. Je crois qu'il se passe pas un jour sans que je tricote. Et donc, je savais du coup tricoter et ensuite, au bout d'un moment, après avoir appris à tricoter, je me suis
vite ennuyée encore une fois parce que j'ai toujours besoin en fait d'inventer et de créer. Donc je suis arrivée au filage comme je suis arrivée à l'écriture, c'est-à-dire que après avoir lu beaucoup de livres, j'ai eu besoin de comprendre comment on fabriquait un livre. Donc après avoir beaucoup lu, je me suis mise à écrire. Et après avoir beaucoup tricoté, j'ai eu besoin de comprendre comment on fabriquait le fil. Et du coup, je me suis intéressée à l'étape d'avant le fil. Et donc, je suis arrivée rapidement à avoir. J'ai même eu des moutons. Il y a eu un moment dans ma vie. Donc, voilà, je me suis mise à filer et tricoter puisque je n'avais plus le temps d'écrire. Voilà pour cette passion. Comment est-elle née? Eh bien, dis donc, c'est une sacrée histoire. Du coup, c'est grâce à cette collègue que tu as commencé à prendre des aiguilles et que tu as pu avoir ce côté créatif qui est entré dans ta vie. Et j'imagine qu'il t'a aussi donné une grande bouffée d'air frais, puisque quand on entend ton parcours, bon, ça n'a pas toujours été très simple et léger. Donc là, c'est vrai que le côté de filer sa laine, de la teindre, de pouvoir créer, tricoter, ça apporte un peu plus de légèreté à ta vie. Et je pense que ça doit être du grand bonheur. Alors, je reviens juste sur le fait que tu as écrit des livres, tu en as écrit plusieurs dans différentes maisons d'édition. Si vous voulez voir ce que propose Alexandra, il suffit de chercher Alexandra Bitouzé sur Internet et vous trouverez des livres en vente sur Cultura, Amazon, enfin bref, sur tous les sites habituels, comme La folie que c'est d'écrire, par exemple, que vous trouvez un peu partout. Et vous pourrez bien découvrir un autre aspect de son côté créatif. Donc revenons à nos moutons, et c'est le cas de le dire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie Karma-Yak et pourquoi tu as choisi ce nom? Alors, t'expliquer karma-yak, c'est assez simple en fait, hein. Karma, c'est le karma et le yak, c'est le yak. J'ai choisi ce nom parce que j'aime énormément l'idée du karma, qu'on reçoit ce qu'on donne dans la vie, même si, je pense qu'il y a quand même une légère injustice pour certaines personnes. Suivez mon regard. Et du coup, voilà, j'aime énormément l'idée que plus je vais faire du bien, plus je vais recevoir du bien et je suis assez rancunière, donc j'aime aussi l'idée que les gens qui font du mal reçoivent du mal. C'est quelque chose que j'aime pas chez moi, mais oui, je suis énormément rancunière. Et le yak parce que c'est la première fibre que j'ai appris à travailler. C'est aussi très très étrange parce que c'est une fibre compliquée. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans du yak, rapidement, heu, parce que le nom sonnait en moi et voilà, donc le yak, c'est une fibre qui est très courte. C'est un duvet qu'on récolte, normalement à la main sous le cou des yaks et il y en a très peu donc voilà, c'est une fibre luxueuse, chaude et rare et précieuse. Et donc d'un coup, ça a fait, sens dans ma tête. Karmaïac, le mot est venu comme ça, à l'époque, je travaillais et ça a fait, «Chting» et j'ai décidé que ce serait Karmaïac et c'est devenu Karmaïac le jour même. Voilà. Eh bien, moi, j'aime bien cette philosophie du karma. C'est vrai, des fois, on se dit, tiens, c'est pas juste, celui-là, il s'en sort bien, alors qu'il a fait du caca. Eh bien, oui, oui, ça fait plaisir de se dire que peut-être, quelque part, il y a un moment où il va payer. Et où ceux qui nous apportent du bien-être et qui sont agréables vont aussi récolter un petit peu de bonheur parce qu'ils le méritent. C'est une idée qui me parle. Et puis donc, le yak, eh ben, tout s'explique. Karma yak, ça semble logique et ça sonne bien. Donc sur ton site, on peut voir tout un cheminement et c'est là où ton travail m'impressionne beaucoup. Tu commences avec le mouton et ta tondeuse et puis tu fais un tri, un lavage, un cardage, un filage et hop, tu as un écheveau entre les mains. Ça semble un peu magique dit comme ça, mais c'est de sacrées étapes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le filage, c'est, comment te dire? C'est une activité qui demande un temps fou. En gros, pour, créer un écheveau de 100 grammes, de laine, il faut 5 à 6 heures de travail. Donc c'est très long. Il y a un travail, de tri de toison, ensuite il y a un travail de lavage, il y a un travail de cardage. Donc c'est le cardage, c'est l'étape qui permet de brosser les fibres, pour les mettre dans le même sens, afin de faciliter le travail du filage. Donc ensuite, il y a le filage, et puis ensuite, il y a ou pas le travail de teinture et le travail du tricot. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Moi, c'est
vraiment enfin, c'est pas une étape parce que c'est, si tu veux, c'est quelque chose qui fait sens. Quand je travaille, en fait, j'ai l'impression d'être, vivante. Quand je trie une toison, les mains dans la toison, je me sens humaine. Voilà, je me sens utile, je pourrais pas dire autre chose que ça et je me sens énormément reconnaissante, envers la nature parce qu'on a tout à portée de main et qu'en se donnant un petit peu de mal, et ben, on peut faire des choses, superbes, utiles, économiques, écologiques et que pour moi, tout ça, ça fait sens et qu'en fait, je crois que, j'ai trouvé, tard ce que je voulais faire quand je serai grande et qu'il y a eu un moment donné dans ma vie où j'ai eu besoin de vraiment, passer mon temps à faire des choses qui faisaient sens pour moi, que je faisais des métiers qui étaient pas, qui avaient rien à voir avec celle que j'étais, que j'avais l'impression de me perdre dans la vie et que j'ai décidé de voilà, donc je me sens cohérente en fait, je me sens, alignée et voilà, donc je suis, également, pauvre et quand je fais des forums, où j'explique, aux jeunes en quoi consiste mon travail, leur question, en principe, c'est, leur principale question, c'est, «Combien est-ce que vous gagnez madame?» et donc je leur explique que je gagne entre, 0 et 1 500 € par mois et donc ils trouvent que c'est peu et je leur explique qu'effectivement, il y a des mois où c'est peu et que pour autant je me sens riche en fait et que je pense qu'arrivé à un certain âge, se sentir riche, c'est plus une question d'argent. C'est une question de qu'est-ce que tu fais de ta vie? Bon, je dis pas que je préférerais pas gagner tous les mois 2 000 €, hein, mais c'est vrai que je préfère cette vie où je suis, précaire et pauvre, mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave. Si ça l'est, mais je me sens mieux en fait, mieux alignée qu'à l'époque où je gagnais, un salaire, normal, donc voilà pour, mon travail. Et oui, bien souvent, les métiers de cœur ne sont pas ceux qui rapportent le plus, hélas. Ce serait royal de pouvoir avoir un salaire décent avec un travail qui nous passionne. Et c'est vrai que des fois, quand on voit des créatrices réussir avec leur crochet ou leur tricot, on se dit, oh, les chanceuses, ça donne envie. Mais c'est intéressant de se sentir riche grâce à quelque chose que l'on fait, même si ce n'est pas la richesse qui correspond à la société dans laquelle on vit. C'est aussi une forme de courage, je pense, eh bien, de dire c'est pas grave, je vis de ma passion, je vis peut-être un peu plus chichement, mais je vis de quelque chose qui me passionne et qui me fait me sentir humaine, comme tu dis, et heureuse. Donc bravo pour ce courage. Alors en plus de tout ce travail, tu te consacres également à la teinture de la laine. Comment choisis-tu tes couleurs et qu'est-ce qui t'inspire? La teinture de la laine, c'est, une étape que je ne fais pas à chaque fois. C'est c'est pas ce que je préfère et c'est pas ce que je fais de mieux et moi, j'ai coutume de dire dans ce métier que, le milieu est tellement petit que je préfère laisser la place à mes collègues qui le font, vachement mieux, vachement bien. J'ai des collègues, qui sont des teigneuses, c'est comme ça qu'on les appelle, des teigneuses, incroyables et du coup, c'est vrai que souvent, je préfère acheter, des tresses, à filer à des collègues, qui font un travail magnifique et je préfère les recommander et leur laisser enfin, pas leur laisser la place, mais disons que moi, mon travail, ma façon de travailler, c'est plutôt un travail de tri de toison, de lavage, de travailler des toisons brutes et que j'ai des collègues qui, teignent des mèches, incroyables et qui le font tellement bien que c'est pas quelque chose que j'aime, faire et vendre. Je suis pas spécialement voilà, c'est quelque chose que je fais pour être honnête, plus par, raison financière, c'est-à-dire que c'est là où je vais marger le plus, et que je le fais c'est horrible à dire, mais principalement pour l'argent. Parce que c'est un métier où on gagne très peu d'argent, quand on travaille les toisons brutes. On se paye entre 3 et 5 euros de l'heure, donc c'est vraiment très, très peu. Et du coup, teindre les échevaux de laine, j'y suis venue par, souci financier. Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, vivre et manger et que moi j'ai 3 enfants, je suis maman solo de 3 enfants donc si je trouve pas des solutions pour gagner de l'argent, bah, je vais pas vivre de mon travail et du coup, c'est vrai que j'y suis venue pour cette raison. Après, c'est quelque chose que j'aime aussi faire parce que c'est un moment de lâcher prise.
Moi, avant cette vie d'artisane lainière, j'étais plutôt une femme sombre. J'aimais le noir, j'aimais les choses sombres. Je portais quasiment que du noir. Et je me suis mise à la couleur avec le tricot, parce que tricoter du noir, c'est triste. Donc, je me suis mise à tricoter de la couleur. Et puis, plus j'ai tricoté de la couleur, plus j'ai aimé la couleur. Et maintenant, je crois que j'aime toutes les couleurs et surtout les arcs-en-ciel. C'est un peu ma marque de fabrique, l'arc-en-ciel. Donc voilà, j'aime énormément les couleurs. Je ne porte quasiment plus de noir. Et du coup, c'est un gros moment pour moi de lâcher prise quand je me mets à faire de la teinture. Donc, j'ai pas du tout de. Alors, je fais énormément d'arc-en-ciel, ça c'est sûr, c'est mon dada. Après, je me laisse vraiment porter par l'inspiration. Ça va être des sessions de 1, 2 à 3 jours où je vais faire que de la teinture chez moi et où voilà, il y a de tout. De temps en temps, j'invite des copines à participer aux sessions teinture parce qu'elles aiment aussi ça, que ça fait du bien et qu'on se lâche et qu'il y a pas de règles en fait, il y a pas de normes, il y a juste du plaisir, du kiff. On lâche les pigments, on lâche la teinture dans les cuves et on se fait plaisir. Et le résultat est rarement en fait décevant. En plus de ça, il y a un truc qui est hyper cool avec la teinture, c'est que on va avoir un moment de découverte au moment où on lâche les pigments dans les cuves. Il y a un moment de découverte où on les rince et ensuite il y a un vrai moment de découverte où on va les tricoter et où, par exemple, quand je fais des écheveaux arc-en-ciel, dans le tricot, en fait, souvent, quand on tombe sur la récurrence, ça fait un arc-en-ciel, en fait, tout du long et c'est hyper chouette et moi je trouve ça magique. Donc la teinture, voilà, la teinture c'est ça. C'est de la magie. Eh bien, en tout cas, c'est de la magie qui a réussi à te mettre des couleurs et des arcs-en-ciel sur le dos. Donc, en effet, on peut dire que c'est magique. Tu proposes aussi des pièces uniques comme les châles heureux. Quelle est l'histoire derrière cette appellation et qu'est-ce qui rend ces créations si spéciales? Ah, les chaleureux. Alors les chaleureux, c'est les premières pièces que je me suis mise à créer. J'ai trouvé ce jeu de mots chaleureux et voilà, donc à l'époque, j'étais enceinte de mon troisième. Petit dernier et du coup, je me suis mise à tricoter. J'avais appelé ça les alors j'adore les jeux de mots puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, j'écris aussi et du coup, j'adore jouer avec les mots et j'avais inventé un chalicorne. Donc c'était un châle qui avait les couleurs d'arc-en-ciel, des licornes et tout et je l'ai vendu ce châle et ensuite je me suis mise à créer des châles, uniques, en fait. C'est-à-dire que ce sont des châles que je tricote sans patron, sans tuto, sans rien. Je les tricote au feeling. Donc souvent, je détricote aussi des morceaux, parce qu'ils sont pas beaux et que je suis déçue et que je reviens en arrière et que je remonte et donc ce ne sont que des pièces uniques. Ce sont des pièces que je tricote au feeling. Ce sont des pièces que je tricote, en principe, pour des clients dont je sais, dont je alors comment dire? Ce sont souvent aussi des commandes, donc je connais le client derrière la pièce. Les personnes aussi viennent, parfois chez moi choisir leurs fibres. Je leur montre les couleurs, on définit un univers ensemble, on définit, des couleurs, voilà, ça peut partir. J'avais fait aussi la vague d'Hokusai, donc enfin voilà, ça part d'un tableau, d'un univers, d'une couleur, de plein de choses et ensuite, j'avance et je crée cette pièce. Je travaille aussi en fonction du budget, de mes clients. Alors je peux rarement descendre en dessous de 250-200 € pour un chaleureux, puisque c'est une pièce qui demande énormément de travail, de tricot. Mais disons que si, le client que j'ai en face de moi a un budget moins important que ce que j'ai l'habitude de travailler, en principe c'est 300-350 €, je vais mettre moins de fil filet main et je vais incorporer plus de fils, par exemple que j'ai soit, teint moi à la main, donc il y a pas de travail de filage, soit, j'incorpore des fibres que j'achète aussi, des artisans, voilà. Donc je vais, arriver à faire une création unique, selon le prix, le budget, l'envie de la personne qui est derrière.
et donc je crois que c'est un peu ça qui rend la création spéciale, parce que c'est une grosse pièce, unique et qui est créée pour une personne précise et voilà. Et j'aime beaucoup les châles. Je dis toujours que tout le monde devrait avoir un châle heureux parce qu'on se sent bien dans un gros châle et que ça fait du bien et que j'aime les pièces cocooning et là, pour le coup, c'est vrai que le châle, pour moi, c'est la pièce cocooning par excellence. Voilà Aurélie. Oui, alors à ce niveau-là, on peut dire que tes créations sont de véritables œuvres d'art qui sont faites bien de A à Z à la main avec de la laine qui est créée à la main, qui est teinte à la main, qui est tricotée à la main. En effet, ce sont des châles heureux parce que je pense qu'ils doivent être vraiment très chaleureux, comme le dit ton jeu de mots. Donc toutes ces étapes sont très intéressantes. Alors, j'ai vu que tu organises des stages où tu proposes une initiation au filage et à la création des chevaux. Tu l'as un petit peu mentionné précédemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces stages et à qui ils s'adressent? Alors oui, j'organise, des stages, d'initiation au filage, d'initiation au tricot aussi, d'initiation au tri, lavage, cardage de toison. Heu, puis bientôt, il y aura aussi des stages de fabrication d'oreillers et à terme, plus tard encore, il y en aura encore plein d'autres parce que moi j'adore les stages. Il y aura aussi des marmites norvégiennes. Enfin, il y a plein de moi j'aime énormément, transmettre, j'aime partager et je crois que la laine, c'est un univers qui se prête énormément à cet esprit-là. C'est-à-dire que je préfère entre guillemets «vendre» un stage à deux trois personnes et ensuite me dire que ces deux trois personnes vont le transmettre à 10 autres personnes, d'une manière, gratuite, voilà, hein. C'est ouais, effectivement, c'est moi qui me fais l'argent, mais c'est moi qui transmets. Mais je trouve que en fait, il y a ce que j'explique souvent, c'est qu'il y a 90 des toisons qui sont jetées en France, donc on a largement de quoi, transmettre, et du coup, voilà. Mes stages, donc les stages d'initiation au filage, c'est une journée, c'est 100 €. Les stages de tri, de toison, lavage et cardage, c'est une demi-journée, c'est 50 € et mes stages d'initiation au tricot, c'est 30 € les 3 heures. Je transmets les bases du tricot, c'est-à-dire que la personne, quand elle part chez moi, elle sait, tricoter, elle sait monter des mailles, elle sait tricoter à l'endroit, à l'envers et rabattre. Du coup, elle part de façon à être autonome une fois que je serai plus avec elle sur le canapé. L'initiation au filage, c'est, donc bah, voilà, tu arrives chez moi, tu n'as jamais vu un rouet de ta vie et tu repars de chez moi, tu sais filer. Sachant que, je dis toujours alors je vais dire aux filles parce que j'ai jamais eu d'homme, en initiation. Vous êtes souvent perturbées parce que vous me voyez filer et vous trouvez que c'est un geste qui a l'air simple et c'est vrai que quand je file, ça a l'air simple, mais moi je file depuis, maintenant, plusieurs années, donc c'est normal que ça ait l'air simple, et quand vous allez prendre le rouet en main, ça va pas être facile du tout, ça va être hyper compliqué. Il y a un travail de comment dire? De coordination des mains, des pieds, des yeux et du coup, c'est un travail qui demande l'apprentissage d'un geste et ça demande du temps et donc j'explique tout le temps à mes stagiaires que c'est normal, qu'avant d'apprendre à courir, on apprend à marcher et puis avant d'apprendre à marcher, on apprend à ramper, à tomber, enfin et qu'il faut se laisser ce temps en fait, et que il est important ce temps. Donc voilà, donc il faut à peu près 3 semaines pour maîtriser un rouet, 3 semaines de filage, quotidien pour filer sans regarder le rouet, donc c'est normal. Il s'adresse à tout le monde. J'ai même eu, une fois une personne, à mobilité réduite. J'ai aussi des rouets, électriques, donc sans pédale, parce que justement cette coordination main-pied, elle est compliquée et moi j'aime bien que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie, donc j'ai aussi investi dans des roues électriques et du coup il y a plus de coordination main-pied, il y a plus que les mains qui font le travail et voilà, donc c'est aussi compliqué, hein, je c'est pas plus facile parce qu'on retire une étape, voilà, mais peut-être ça c'est sûr que c'est plus accessible, en tout cas pour les personnes à mobilité réduite et c'était important pour moi, d'inclure tout le monde. Voilà, donc vous pouvez venir.
Donc voilà, et en plus, tout le monde peut y aller, il n'y a pas de souci quelconque, puisque tu es bien équipé, tu as pensé à tout. Comme tu as pu le remarquer, ce podcast s'appelle Crochet et vous, donc nous on est très branchés crochet. Il est vrai que tu parles énormément de tricot, mais est-ce qu'il t'arrive de crocheter aussi? Oui, mon univers est très axé sur le tricot et je crochète très peu. Pour tout te dire, c'est pas quelque chose que j'aime énormément. J'ai appris parce que évidemment, hein, j'ai appris. Je suis curieuse donc j'y suis allée, j'ai fait des granny. J'ai aimé ça, les granny, mais en fait, pour être tout à fait honnête, j'aime pas tellement le rendu du crochet. C'est pas, voilà, c'est pas un geste que j'aime énormément, c'est pas et je crois que j'aime surtout énormément tricoter et aussi, que c'est déjà tellement chronophage le tricot, le filage, la teinture, le tri, le lavage de main, que si je commence à me perdre dans les méandres du crochet, je crois que là je peux fermer la grotte de ma maison et ne plus jamais sortir de chez moi. Donc voilà. Je te rassure, c'est ce que certaines d'entre nous font. On ferme la grotte et on n'ouvre à personne et on crochette, surtout l'hiver, hein, quand il fait froid. Avoir le plaid sur les genoux, la tasse de thé et le crochet, c'est parfait. Est-ce qu'il y a une création qui te tient particulièrement à cœur ou qui symbolise ton parcours? Alors une création qui me tient particulièrement à cœur et qui symbolise mon parcours, bah oui, je pense que c'est le chaleureux, clairement, heu, parce que c'est une pièce que j'adore créer, je m'éclate, c'est hyper, voilà, c'est hyper, comment dire? C'est un espace de création pour moi et je suis, rarement, déçue du résultat. Une fois, j'ai été déçue et je l'ai pas vendu. Je l'ai laissé dans un placard. Je déteste vendre une pièce qui ne me satisfait pas pleinement. Je me sens presque souillée, en fait, voilà et j'aime pas cette sensation. Donc oui, les chaleureux, pardon, je me suis complètement perdue entre les mots. Voilà, les chaleureux Carmaillac. Et puis les créations, oui, aussi les écheveaux de laine, rainbow. J'adore parce que j'adore derrière la façon de tricoter avec des arcs-en-ciel et j'adore les arcs-en-ciel. Alors, eh bien, question habituelle dans ce podcast, quels sont les projets à venir pour Carmaillac? Alors les projets pour Carmaillac en 2025, ça va être, beaucoup d'interventions avec, l'explication de travail de valorisation de la laine, tri, lavage, cardage, filage, en région parisienne normalement, mais j'en dirai plus au fur et à mesure que les projets arriveront. Et puis, un gros projet que j'espère concrétiser, ça va être un travail de stage de fabrication d'oreillers rembourrage, laine. Donc je l'explique souvent, 90 des toisons en France sont jetées ou brûlées. C'est-à-dire qu'on a un stock de matières premières qui est incroyable et en fait, plutôt que de le jeter, ce stock, moi j'en récupère et j'apprends aux gens à trier, laver, écharpiller de la laine et à faire du rembourrage. Et du coup, mon projet, c'est d'expliquer aux gens comment, laver cette fibre pour se faire des oreillers 100 pure laine, comment entretenir aussi cette fibre et donc l'idée, c'est de transmettre à un maximum de personnes pour que ces personnes le transmettent à un maximum de personnes et que ces autres personnes bon, vous avez compris le principe. Hem, parce que, bah, je le dis, je le répète, mais la laine, c'est une fibre qui est économique, qui est écologique, qui est enfin disponible en quantité incroyable et que s'en priver, c'est une aberration et que voilà, il faut que les gens apprennent à se servir de cette fibre qui est là, en fait. Elle est à côté de nous. On connaît tous des gens qui ont des, moutons ou alors on connaît des gens qui connaissent des gens. Ça, c'est sûr parce que tout le monde a déjà, heu eu, pas loin de soi, des moutons, des voilà. Donc il y aura ce projet et ensuite la marmite norvégienne qui est un principe de cuisson, sans sans feu, en fait. Donc c'est l'idée, c'est pareil, c'est ancestral, hein, j'invente rien à chaque fois. Je fais que reprendre des choses qui existent et je les explique aux gens.
Donc en fait, mais là, comme c'est pas du tout au point, j'aime pas trop en parler parce qu'il faut se renseigner sur les températures, les machins. Ça se balance pas comme ça, mais l'idée, en fait, c'est que quand vous faites, cuire, un plat, qui est censé mijoter, vous le faites, on va dire, je vous l'explique grosso modo. Vous montez, la température, pour que ça bout. Vous laissez bouillir 10 minutes, 10-15 minutes, vous éteignez, vous enroulez votre grosse cocotte dans de la laine. Donc moi, par exemple, j'ai des couvertures, en laine feutrée, donc j'enroule mes marmites là-dedans. Je laisse toute la journée et en fait, le soir, quand j'ouvre la marmite, déjà la marmite, elle est toujours chaude. Et la viande, elle est cuite, en fait. Les légumes sont cuits et tout est moelleux et les légumes sont incroyables, la saveur est préservée. Enfin, c'est un mode de cuisson, encore une fois, économique et écologique et c'est là, c'est devant nous, ça existe depuis, la nuit des temps et il faut apprendre à vivre avec les moyens dont on dispose, parce que des moyens, on en dispose de moins en moins, que de l'argent, on en a de moins en moins, que des ressources, on en a de moins en moins et qu'il faut apprendre à faire avec de moins en moins. Et que moi, j'aime bien l'idée, en fait, de vivre avec pas beaucoup. Voilà. Donc les projets, 2025, ça va être des projets économiques et écologiques, hein. Voilà. Eh bien, c'est dans l'air du temps, donc oui, ce sont des projets intéressants. Si vous souhaitez aller découvrir l'atelier de Carmaillac, sachez qu'il se trouve dans le 89, donc dans le département de l'Yonne, dans le petit village de Chaumont. Donc voilà, vous avez l'info si c'est proche de chez vous. Un grand merci à toi d'avoir participé à cet épisode. C'était un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser aux auditeurs et aux auditrices de ce podcast? Merci à toi surtout de m'avoir invitée. Merci aux éditeurs et auditrices de m'avoir écoutée. Merci encore à Alexandra de m'avoir, suggéré. Le dernier mot, ce serait, continuer, de tricoter ou de crocheter parce que, tricoter, c'est résister. On vit dans un monde, d'ultra-consommation. On vit dans un monde qui va très vite. On vit dans un monde où les gens ont l'habitude de cliquer sur une touche et d'avoir, moins de 48 heures après, dans leur boîte aux lettres, un pull, en poil de pétrole. Je crois qu'on fait partie des révolutionnaires, de ceux qui vivent autrement, qui vivent à contre-courant. Moi, j'aime les choses qui prennent du temps, j'aime, voilà. Donc pour moi, ce serait, continuer de résister. Heu, Tricoter, c'est lutter, crocheter, c'est lutter, filer, c'est lutter et voilà quoi. Merci infiniment. Eh bien, merci à toi de nous avoir délivré ton message et d'avoir pris le temps de participer. Un grand merci également à vous d'écouter, d'être là et pour vos messages qui sont pas toujours en commentaire mais que vous m'envoyez en privé et qui sont vraiment très très chouettes à recevoir. Merci beaucoup pour cet engouement pour ce podcast. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous n'avez pas envie de commenter, pas le temps, vous mettez juste un petit pouce en l'air juste sous la vidéo. On est des casse-pieds à vous demander ça mais ça fait vraiment la différence. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode qui vous intéressera, je l'espère, tout autant. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très vite.